Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, Guillaume toujours présent. Aujourd'hui on accueille Mehdi Maizi qui va répondre à toutes nos questions. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Mehdi c'est un peu le French Goat du hip-hop, avant sur l'ABCDR, aujourd'hui sur OKLM, Move, un peu partout. Il va nous parler justement de son livre qu'il avait écrit, qui était sorti en avril 2015, Rap français, une exploration en 100 albums. Un petit bilan de l'année 2017 niveau hip-hop, mais aussi ciné, et puis ses coups de cœur de l'année. Enjoy. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Pas en français, parle quand je prends tes distances. Donne-moi la tête, je reste quand on passe à table. D'abord, Mehdi, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Pas de souci, avec plaisir. Et première question, alors, c'était concernant donc ton fameux livre, donc Rap français, une exploration en 100 albums. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu rajouterais si tu devais sortir une version en fait mise à jour 2017, puisque ça se terminait sur Or Noir, sorti en 2013? Yeah, ça se terminait sur Noir, et c'est vrai que le livre est sorti, si je dis pas de bêtises, je crois au mois d'avril 15. de 2015, exactement, ouais, ça va vite. 2015, et ouais, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, surtout que l'année 2015 a été une année assez importante pour le rap français, où il y a beaucoup de groupes et d'artistes qui sont révélés, en tout cas à ce moment-là. Je pense bien sûr à PNL, je pense à SCH. C'était une année assez importante, même à Lacrim. Bon, on le connaissait avant, mais disons, ça a été une année en fait d'explosion pour beaucoup de gens. Donc je pense que j'ajouterais Nekfeu aussi. Voilà, il a sorti son premier album à ce moment-là. Donc il y a quand même pas mal de disques qui pourraient être ajoutés, même dans, on va dire, des sorties plus confidentielles. Il y a un album que j'adore, moi, qui s'appelle Perdant Magnifique de Samir Ahmad, que j'avais pas pu mettre à cette époque-là. Voilà, je dirais qu'il y a pas mal de disques qui pourraient y prétendre. Si je devais en choisir un, vraiment, ce serait un disque de PNL. Je sais pas lequel, peut-être dans la légende, mais je pense qu'on va dire sur les 2 dernières années, c'est sûrement le phénomène rap et même un des phénomènes musicaux en France, tout simplement, qui est un des plus importants et un des plus marquants, qu'on aime ou pas PNL en fait. Donc je pense que je mettrais un PNL, ouais. Mais à mon avis, j'en ajouterais au moins 2 ou 3. Ouais. Et dans la même veine de ce livre-là, est-ce que tu voudrais ou tu pourrais réaliser une exploration du rap US en 100 albums, ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas vraiment? Non, en fait ça a plus ou moins déjà été fait. En fait, l'histoire de mon livre, c'est qu'à la base, il y a Sylvain Berthaud qui avait écrit un premier bouquin pour le même éditeur, qui était justement, alors je veux pas dire de bêtises sur le titre exact du livre que j'ai d'ailleurs, mais en gros, c'était le rap en 150 albums, quoi, avec 2-3 disques de rap français, mais une énorme majorité de rap américain, parce que lui était moins dans le rap français. Et du coup, le livre a bien marché, et l'éditeur a eu envie d'en avoir une édition, enfin une version française, et Sylvain, lui, se sentait pas trop, et avait redirigé à l'époque vers la PSDR du sang. Mais du coup, en fait, le livre sur le rap américain, il existe déjà, alors avec la vision de Sylvain, pas avec la mienne, mais ce qui est intéressant sur le rap français, c'est que sur 100 disques, on peut avoir des débats. Je pense que sur le rap américain, il est tellement large, il y a tellement de scènes difficiles que finalement, en 150 disques, hormis à l'époque, il y a une variation de 20 à 25 albums, on sera tous à peu près d'accord sur Enfin, il y aura toujours des débats, mais on peut facilement se mettre d'accord sur 100 classiques du rap américain. Là où en France, on va dire, on a eu moins de sorties, notamment dans les années 90, donc on a encore des débats là-dessus. Donc non, je dirais que ce livre-là, il existe déjà. En fait, c'est une Sylvain Berthaud qui est très bien. Donc moi, j'ai pas de projet, en tout cas, dans l'immédiat de faire ça, non. D'accord. Et est-ce que justement, là, ce livre-là, c'était en fait, il y avait plutôt les 20 premières pages qui étaient plutôt littéraires, en fait. Est-ce que toi, t'aimerais revenir à l'écriture ou avoir un projet un peu plus libre comme ça? Parce que c'était plutôt une commande, ce livre-là, justement. Ouais, à la base, c'est une commande, même si j'étais très très content de le faire. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, enfin, je suis arrivé, on va dire, dans le journalisme rap via l'écrit. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui, faute de temps. Parfois, ça me manque, ouais. Ça me manque parce que c'est une prise de parole qui est fatalement différente des autres et qui me manque parfois. Mais j'avoue que j'ai pas de projet là-dessus, et j'ai pas non plus vraiment le temps d'y réfléchir, en fait, parce que je suis assez pris par d'autres projets, justement. Donc ça me manque un peu, pour être honnête, ça me manque un peu. Il y a parfois où mais le problème, en fait, c'est que l'écrit, il faut du temps.
même pour écrire même un édito, il faut du temps, c'est parfois une journée de réflexion. Et ce temps-là, en fait, je l'ai plus, ou alors je le prends pas, parce qu'en Ouais. fait, on peut toujours le prendre, le temps. Je le prends pas parce que c'est vrai que je suis un peu dans ce flot voilà, d'émissions, etc. Donc, on va dire que j'ai un petit manque, mais j'ai pas réussi encore à me dire, on va combler ce manque-là, quoi. Donc, non. Et aujourd'hui, tu multiplies les projets, aussi bien podcast, télé, et puis même émissions de radio. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais développer, un projet idéal que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais développer? Ouais, il y a un projet que j'adorerais développer. J'aimerais avoir une sorte de jeu autour du D'accord. rap. Je peux pas en dire plus Ok. parce qu'en fait, pour l'instant, c'est une idée, mais c'est un peu un projet, Ah mais oui. vraiment très embryonnaire pour le moment. Mhm. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que j'ai pas mal d'idées. On a pas mal d'idées avec les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser là-dessus, Mhm. et je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez marrant autour de ça. Mais la question, c'est que voilà, sur les jeux, on a tous tellement de références en tête Mhm. qu'il faut que ce soit vraiment bien produit. Il faut pas faire un truc cheap, il faut faire un truc qui a un peu de gueule parce qu'on a tous en tête 36 000 jeux, etc. Voilà, donc on peut pas se lancer un peu voilà, sans moyens et enfin, il faut faire les choses bien si on le fait. Mais on va dire, enfin, j'ai d'autres projets, mais on va dire que dans l'immédiat, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment faire et que je prendrais beaucoup de plaisir, je pense, à faire. Donc ouais, j'ai ça dans un petit coin de ma tête. Ok. Et justement, donc voilà, il y a des projets, télé, radio. Et est-ce que tu as conscience du chemin parcouru et le fait que pour quelqu'un qui soit comme toi, uniquement, enfin, ou qui se concentre en gros sur le rap, d'avoir fait découvrir autant de musique à autant de personnes et des artistes également, et de les avoir propulsés, donc soit par l'ABCDR ou soit aujourd'hui sur OKLM, d'avoir mis la lumière sur différents artistes? Bah, en fait, ce serait quand même très prétentieux de ma part de formuler ça comme ça, de dire oui, grâce à moi, des gens ont découvert de la musique. Enfin, le chemin parcouru, je m'en rends un peu compte, oui, Mhm. parce que c'est vrai que finalement tout ça, c'est fait assez rapidement. Hein, si on est en 2017 et Ouais. moi, je me mettais vraiment à temps plein, on va dire début 2014 en Ouais. fait, sur tous ces projets-là. Donc, ça fait que 3 ans Mhm. que je suis un peu plus visible. Mhm. Donc, c'est vrai qu'en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mhm. J'ai eu la chance aussi, voilà, de faire des bonnes rencontres, d'avoir des bons projets. Enfin, voilà, on m'a tendu la main à des moments. Parfois, j'ai forcé les trucs, mais je veux dire, oui, je me rends compte du chemin parcouru sans non plus, voilà, sans non plus me gargariser de ce que j'ai fait ou quoi. Mais après, moi, sur le côté, faire découvrir de la musique aux gens ou découvrir des artistes, moi, j'ai pas l'impression de faire autre chose que mon travail, en fait. Mais vraiment, je dis ça sans aucune fausse humilité. Enfin, moi, je réfléchis vraiment comme un fan de rap, ce que je suis Ouais. encore, même plus que jamais. Et donc, pour moi, je prends vraiment ça comme une chance de pouvoir, d'avoir une tribune tous les jours et de parler de musique et de parler de mes coups de cœur et d'interviewer des Mhm. gens. Donc, moi, je réfléchis juste comme un passionné qui a la chance d'avoir carte blanche et de faire un peu ce qu'il veut et de mettre les projecteurs, oui, c'est vrai, sur des gens qui l'apprécient. Mais je prends pas forcément. Enfin, c'est dur de réfléchir et de dire oui, grâce à moi, tant de gens. Parce qu'en plus, c'est compliqué. Par exemple, il y a des gens qui me disent, on va dire les gens qui suivaient la BCDR assez tôt me disent Mhm. oui, grâce à toi, on a découvert PNL. Alors c'est peut-être vrai Ouais. pour quelques personnes, mais on va pas se mentir, PNL avec ou sans moi, Oui. enfin, ils auraient marché. Mhm. C'est juste que peut-être qu'à un moment, on a peut-être déclenché quelques trucs pour eux. Mhm. Peut-être, hein, et encore, je suis même pas sûr. Je pourrais même pas en être sûr et certain. Mais c'est vrai que oui, parfois on a été tôt sur des artistes, parfois on en a soutenu et je pense on les a accompagnés. Parfois pas du tout. Parfois on a Mhm. été en retard aussi. Enfin voilà. Hein. Donc c'est compliqué parce qu'en plus surtout que ce qu'on fait, enfin faire ça, c'est notre travail en réalité Mhm. de chronique des albums qu'on aime, d'essayer de décrypter des disques, d'interviewer des artistes pour lesquels dont on apprécie la musique. Enfin, on n'a pas de médaille à recevoir pour ça. Après, c'est cool quand les artistes viennent nous voir et nous disent merci d'avoir été là dès le début. C'est le cas de PNL, par exemple, que Mhm. j'étais allé les voir à Nantes la semaine dernière pour le début de leur tournée. Mhm. Ils ont été super reconnaissants, même s'ils n'ont pas besoin de moi en réalité. Ouais. C'est le cas d'Amza, par exemple, c'est le cas de Mhm. Joker. Voilà, donc c'est cool, c'est agréable d'avoir des artistes qui sont reconnaissants et en même temps, ils me doivent rien. S'ils ne faisaient pas ça, moi, ça m'empêcherait pas de continuer à dire que leur musique est bien si j'ai envie de le dire. Donc voilà, voilà, c'est juste en fait ce qu'on est censé faire, quoi. Oui, mais je parlais de ça, donc effectivement, et dans le cadre de ton travail justement, mais aussi aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, sur Twitter, tu es assez suivi, et c'est vrai que tu postes souvent avec des captures d'écran ce que tu écoutes, tes petites Ouais, c'est pépites du vrai. moment, et c'était aussi dans ce sens-là où ça, par exemple, t'es pas du tout obligé de le faire. Voilà, Non, ouais, tu c'est vois? vrai, tout à fait, oui, bien Voilà. sûr, oui, oui. Après, ouais, c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux, c'est pareil pour tout le monde.
tu te prends au jeu en fait. Ouais. Moi au début, la première fois que je vais sur Twitter, je suis comme un vieux père de famille qui comprend pas ce que c'est que ce réseau social. Et puis au fur et à mesure, tu te prends au jeu, tu te rends compte que ouais, au fur et à mesure des années, t'es un peu plus suivi. Tu te rends compte que parfois quand tu postes une capture d'écran, tu vas faire, je sais pas, tu fais 5 likes, tu fais ah ouais, il y a 5 retweets et 12 faves, j'en sais rien. Tu fais ah ouais, c'est cool. Du coup, il y a des gens. Et puis après, t'en as 20, 30, 40. Et du coup, ouais, c'est vrai que tu te rends compte. Alors, il n'y a pas de responsabilité ou de se dire ma parole compte, mais c'est vrai que tu te dis, ben, si moi, à mon modeste niveau, sur ce réseau social précis, je peux effectivement faire en sorte que des gens vont se dire, putain, c'est cool, je vais aller écouter ça, ou en tout cas, c'est curieux, je vais aller écouter ça. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que parfois, je poste sur les réseaux sociaux dans ce sens-là. C'est vrai. Quand je vais écouter des choses, et d'ailleurs, enfin, je vais dire des choses pas connues, c'est même pas forcément, parfois, je mets des screenshots de trucs très, très connus, c'est juste, je suis là, voilà, je suis dans le métro ou je ne sais où, j'écoute un truc, je passe un super bon moment, j'ai envie que les gens passent un bon moment avec moi, et donc je poste le truc. Mais ouais, là pour le coup, c'est vrai que c'est un peu différent parce que c'est on va dire, on est à la frontière entre le perso et le public, mais voilà, c'est juste tu te prends en jeu et en fait maintenant je sais qu'il va y avoir des retours sur un truc comme ça. Alors parfois c'est 2 retours, hein, c'est pas, je veux dire, mais en tout cas, il y a des gens qui vont me dire ah c'est quoi, ah c'est qui, c'est cool, et du coup bah ouais, s'il y a une personne qui va écouter l'album de L'Homme Pâle grâce à moi, bah c'est cool, hein, c'est bien quoi. Et aujourd'hui, tu as été sur différents médias, et quel est celui où tu te sens le plus à l'aise pour parler de ta passion ou pour exercer ton métier plus généralement? Honnêtement, c'est différent parce que j'ai l'impression, même si parfois les gens me disent oui, t'es sur plein de médias différents en même temps, j'ai l'impression que, alors j'espère en tout cas qu'on arrive à le faire, enfin que j'arrive à le faire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de doublon aujourd'hui entre tout ce que je fais, même si parfois c'est vrai qu'on est sur des tons proches, hein, entre certaines émissions de No Fun, certaines chroniques de la sauce faites par Nico par exemple, etc. J'ai conscience qu'on est parfois sur des terrains qui sont proches, mais globalement j'ai l'impression que c'est quand même assez complémentaire de Napin, sur lequel je suis le plus à l'aise, parce que moi, on va dire l'exercice de l'interview que je pratique aujourd'hui sur OKLM, il me tient à cœur. No Fun, c'est notre émission, on va dire, de récréation avec les mecs qui sont mes collègues, qui sont aussi mes amis maintenant, où on décrypte chaque semaine des albums. Maintenant, c'est vrai que j'interviens aussi sur Move, où c'est aussi un plaisir maintenant du coup de retrouver Yerim, parce que ça fait longtemps qu'on a rien fait ensemble. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de complémentarité entre tout ça. Après, moi j'aurais intrinsèquement, enfin au fond de moi, j'aurais toujours une sorte d'affection pour les années ABCDR et Deeper and Rap, parce que c'est le début en fait. En tout cas, c'est le début de déjà l'ABCDR du son tout court, c'est le début de moi en tant, on va dire, que journaliste. Et puis en vidéo, avec tout ce qu'on a fait avec Emotion à l'époque sur l'ABCDR et Deeper and Rap, c'est le début de nous, on va dire, en tant que journaliste un petit peu plus visible, où on apprenait en marchant, où on découvrait la vidéo, où on faisait des émissions sans pilote, on savait même pas ce que c'était, on connaissait rien. Donc c'est vrai que voilà, t'as toujours, je pense, une affection particulière pour le début de quelque chose, quoi. Mais il y en a pas une en tout cas aujourd'hui sur laquelle je me sens plus à l'aise, puisque peut-être que c'est peut-être aussi dû au fait que moi j'ai pas de formation de journaliste, mais j'ai toujours le sentiment d'apprendre en fait, et de comment dire, de progresser au quotidien. Donc je suis plus à l'aise que l'année dernière et je pense un peu moins que l'année prochaine. Donc du coup ouais, non, j'ai l'impression d'être dans un truc encore, je suis encore super excité moi de tout ce que je fais et de toutes ces émissions là où voilà, j'apprends à gauche, à droite, je fais encore des erreurs, hein, clairement, et du coup, enfin voilà, j'ai pas de préférence en tout cas. Ok. Et là c'est plus sur le podcast en fait, sur No Fun. Aujourd'hui le podcast c'est pas très développé en France, c'est pas un genre très développé en France. Est-ce que toi le podcast c'est le média de demain, le média hip-hop de demain? Est-ce que plus généralement en fait l'audio c'est quelque chose qui va vraiment tendre à se généraliser en fait? Alors, je dirais pas que c'est le format de demain, parce que je pense que, et surtout sur l'audience, on va dire rap, qui est celle que je pratique au quotidien, la vidéo et l'image est très important. Vraiment, c'est super important. On s'en rend compte, hein, nous, où parfois, il y a pas longtemps, on a mis en ligne une vidéo, enfin une émission La Sauce, qui était consacrée à Eminem, où vraiment, l'émission, c'est 1h40, 3 mecs autour d'une table, qui débattent des albums d'Eminem. C'est pas le truc le plus excitant à regarder, franchement. Et on est, je crois, là, à 25 000 vues en quelques jours, ce qui est pas mal pour une émission justement comme ça, alors que c'était disponible en audio, hein. On a les podcasts en audio, mais beaucoup de gens nous ont dit on veut l'image. Donc on s'est dit bon, je me suis dit allez, filmons ça, diffusons-la et voyons comment ça
ça passe. Et franchement, c'est vraiment pas une vidéo d'une grande qualité en termes purement vidéo, mais ça ne dérange pas les gens qui ont besoin en fait de voir ce qui se passe, que ce soit un artiste ou même pas, parce que là il y a même pas d'invité, c'est juste nous, et on sent que l'image est quand même très importante pour cette audience-là, pardon. Donc ça c'est le bémol que je mettrais. En revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, le podcast, c'est encore peu développé en France, comme tu le disais, mais c'est voué à grossir. Moi, je le vois aussi, parce que je travaille avec Deezer aussi maintenant, et là, j'ai produit un podcast, justement, rap, sur Deezer, qui est animé par Youssouf Diaby, Hakim Djemili et Jérémy Getko, enfin les mecs du Whoop, et je vois que c'est en train de prendre, je vois que ça progresse au fur et à mesure, je vois que le public rap, il commence à être de plus en plus client, ce type de format-là. Donc oui, je pense que ça a voué à grossir, mais je pense pas qu'il y aura, à mon avis, il y aura pas moi je crois pas à la théorie du grand remplacement, quoi. C'est pas l'audio qui va dégager la vidéo. Je pense que les deux vont coexister, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est juste que l'audio va prendre de plus en plus d'importance, à mon avis, et le podcast, clairement, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'en France, de plus en plus de réseaux indépendants sont en train de se mettre en place. Binge, bien sûr, avec lequel je travaille, mais Nouvelles Écoutes, Slate, qui fait pour une très bon podcast depuis un moment. Donc voilà, Deezer aujourd'hui produit ses propres podcasts depuis longtemps. Je pense que d'autres plateformes de streaming vont y arriver, d'autres médias vont y arriver. Donc voilà, on sent qu'il y a un écosystème qui est encore timide, mais qui commence à se mettre en place. Donc oui, pour moi, ça va prendre de plus en plus d'importance, en tout cas, c'est clair. Ouais. Et justement, là, tu parlais d'Eminem, parce que t'as beaucoup apprécié, que t'as écouté auparavant. Son retour, là, est-ce que toi, ça fait partie des choses que t'attends pour cette fin d'année, et qu'est-ce que t'en as pensé du premier single avec Beyoncé? Alors, Eminem, c'est toujours compliqué parce que moi, je l'ai attendu jusqu'à Recovery, quoi, et c'était une telle déception comme beaucoup pour moi. Comme beaucoup, ouais, comme beaucoup. En même temps, c'est un disque à cartonner. Donc, du coup, je pense que ça l'a conforté dans cette nouvelle, on va dire, orientation musicale. Alors, je suis un peu embêté parce que l'album, dans l'absolu, j'en attends rien. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux qu'être agréablement surpris parce que je pars très défaitiste. Et en même temps, alors, et d'ailleurs, on a eu un débat dans la sauce et j'étais le seul un peu à défendre ce morceau, mais j'ai plutôt bien aimé le premier single, en fait. Pour moi, c'est la première fois qu'il fait un truc ouvertement pop, plutôt réussi, en fait. Et alors, tout le monde trouve que Beyoncé et Eminem, ça marche pas. Et là, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et c'est l'espèce de vibe gospel que donne Beyoncé sur le morceau me plaît bien. Le Eminem qui a des failles, qui se livre, me plaît bien. Le fait qu'il n'y ait pas de percussion derrière, ça me plaît aussi parce que du coup, on n'a pas le Eminem qui court après l'instru des dernières années et qui rappait vite juste pour rapper vite. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que si ça donne l'indication sur l'album, ça pourrait être Eminem qui fait son 444 pour reprendre l'album de Jay-Z qui est sorti il y a pas longtemps. Et ben moi je pense qu'aujourd'hui un album d'Eminem, on va dire intimiste, où le mec dévoile ses failles, etc. et qui retombe pas dans la blague potage. Moi je crois que ça m'intéresse en fait. Et ça pourrait être un disque qui me plairait. En tout cas, moi, le premier single, je me suis surpris à pas mal l'écouter. C'est super pop, mais je sais pas, je trouve pas ça mauvais goût, je trouve pas ça vulgaire comparé à d'autres trucs qu'il a pu faire ces dernières années. Donc, j'ai plutôt aimé. Ça me redonne un peu d'espoir, même si je me fais pas trop d'illusions pour le moment. Ouais. Et au niveau, là, c'est plus globalement sur le rap français. Qu'est-ce que tu penses de son évolution en général et quel est ton avis, en fait, sur toutes les nouvelles certifications qu'il y a pour prendre en compte le streaming et l'impression, finalement, que tout le monde devient disque d'or et toujours cette pression de la première semaine et tout ça? Alors, sur l'évolution du rap, rapidement, moi je trouve ça cool. Aujourd'hui, on a quand même du rap français pour tous les goûts. Voilà, si tu veux écouter du rap à l'ancienne, tu peux écouter Hugo TSR, Dave Vodka, Pej Max et plein de gens. Si tu veux écouter du rap de maintenant, t'écoutes les têtes d'affiche de maintenant. Si tu veux écouter du rap pour le club, t'en as. C'est quand même, on est sur une époque qui est assez riche à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool. D'un point de vue artistique, je dis pas que tout est bien, mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et c'est dur de pas s'y retrouver. Sur l'aspect streaming certification, c'est une bonne chose que le streaming soit pris en compte, puisque c'est quand même aujourd'hui, moi je sais pas vous, mais moi depuis que j'habite à Paris, je n'utilise plus de voiture, donc je suis passé au full streaming depuis 7 ans, donc j'attendais que ce soit comptabilisé en fait en ce qui me concerne, puisque tous les jours je stream la musique d'artistes. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement sur les certifications. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Parce que aujourd'hui, être disque d'or, c'est-à-dire que si t'es pas disque d'or dans le rap, c'est presque la honte. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus un trophée, c'est une évidence. Ça, c'est un souci. Donc, il y a différentes manières d'y remédier, soit rehausser les certifications, soit
rehausser le stream. Et à mon avis, c'est peut-être là qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, un stream, c'est 31 secondes. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a plein de morceaux que j'aime pas, que je vais zapper au bout d'une minute 30, mais donc, je vais quand même donner un stream à l'artiste avec 31 secondes. Donc, il y a peut-être quelque chose là-dessus, d'autant que l'audience rap est une audience qui zappe énormément, très vite. Moi, je le vois sur les stats, etc., qu'on a ici. Donc, je me dis que ça pourrait changer la donne si déjà on rehaussait le stream. Après, la question des certifications, c'est compliqué parce que aujourd'hui, le streaming donne, on va dire, le beau rôle au rap. C'est pas le cas de tous les genres musicaux. Donc, si demain on rehausse le disque d'or à 100 000, là on regarde le rap, mais regardons les autres genres musicaux. Je suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour eux. Je suis pas sûr que si demain on met le disque d'or à 100 000, ce soit qu'on aura déjà qu'on n'a pas beaucoup de gens dans le jazz qui sont disques d'or. Je pense qu'on tuera encore plus ce genre-là. Pareil, même pour certains trucs de chansons françaises, etc. Où un disque d'or de Juliette Armanet, par exemple, ça s'obtient pas en une semaine, quoi. Donc voilà, c'est compliqué et je laisse aux gens qui sont en charge de réfléchir sur ces sujets et de le faire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que là, le disque d'or n'a plus vraiment de valeur, dans le rap en tout cas. C'est-à-dire que c'est devenu une formalité et ça devrait pas être une formalité. Ouais, tout à fait. Et question ciné là maintenant, est-ce que tu as vu le biopic qui est sorti sur Tupac, All Eyes on Me ? Ouais, je l'ai vu. Et je l'ai vu parce qu'il est sur Netflix maintenant. Ouais. Par rapport à celui qui était sorti en 2009 sur Notorious, as-tu vu les deux, les as-tu appréciés ? Et si oui, quel était ton avis dessus ? Alors oui, j'ai vu les deux et je trouve que globalement c'est à peu près du même niveau, c'est-à-dire d'un point de vue cinématographique assez médiocre. Je vais être honnête. Les seuls bons films sur le rap, c'est des films qui ont été faits par des vrais réalisateurs en fait. Donc c'est-à-dire 8 Mile, c'est Curtis Hanson. Le film de 50, c'est Jim Sheridan. Donc c'est des mecs qui avaient déjà fait des films à Oscar. C'était des vrais cinéastes qui avaient une vraie vision et qu'on ont envie, voilà, juste de mettre au mieux en image l'histoire d'un artiste. Ceux-là sont un peu compliqués parce qu'on sent qu'en fait c'est juste des commandes qui reprennent vraiment la fiche Wikipédia de l'artiste et qui la déroulent. Et donc, le film sur Tupac est très problématique à mon avis. Alors, bon, déjà, moi je vais être honnête, j'ai vu ces films avec plaisir. Pourquoi ? Parce que je suis fan de Tupac et Biggie, comme tous les fans de rap. Donc, j'y prends quand même un peu de plaisir à voir ça parce que c'est toujours un peu touchant de voir la vie à l'écran de quelqu'un qu'on adore. Maintenant, c'est des films qui sont quand même où il y a pas beaucoup de rythme. Celui sur Tupac est embêtant parce que tout ce qu'ils ont uniquement joué sur la ressemblance de l'acteur avec Tupac, qui effectivement est flagrante, mais qu'est-ce qu'il est fade ce comédien, et c'est un problème parce que Tupac, il n'y a pas plus charismatique que Tupac. C'est quelqu'un qui rentre dans une pièce, il irradie la pièce, t'es capable de le suivre au bout du monde. Vraiment, il y avait un truc très magnétique avec lui que ce mec n'a pas du tout. Donc j'ai trouvé que lui, il gâchait complètement toutes les quelques bonnes idées du film en étant extrêmement fade. Donc c'est un vrai souci. Et en plus, surtout, le problème de Tupac, c'est quoi ? C'est que en très très peu de temps, il a eu une vie mais démente, vraiment démente. En 6 ans en fait, si on regarde vraiment en très peu de temps. Et c'est compliqué de résumer ça sur 2 heures. Ouais. Donc, et c'est le problème de tous les biopics en fait qui disent allez, on part du début jusqu'à la mort. Et souvent c'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez de 2 heures, c'est pas assez pour raconter la vie de quelqu'un. Surtout ce type de vie extraordinaire que peuvent avoir des mecs comme Mohamed Ali, comme Tupac, comme Ray Charles. Bref, c'est des destins qui sont pas normaux, pas communs. Donc à mon avis le mieux serait, je sais pas, de réfléchir à une série ou à quelque chose comme ça. Ou alors moi un biopic que j'adore dans un registre très différent, c'est Lincoln de Spielberg. Pourquoi ? Parce qu'il prend une toute petite partie de la vie de Lincoln, mais qui va étirer sur 2 heures et qui permet finalement d'en savoir énormément et de tout comprendre au personnage. Et moi, c'est ça que j'aurais aimé en fait, avec Tupac ou avec Biggie ou avec Ray Charles, qui est un film qui avait été salué par la critique, mais qui m'avait un peu ennuyé moi. Ouais. Le côté, on déroule toute la vie de quelqu'un sur 2h30, souvent ça m'ennuie en fait. Et donc voilà, et en plus Tupac et Biggie, c'est quand même des films. Voilà, moi le Biggie c'était cool, il y a des moments qui sont quand même assez émouvants, etc. Mais globalement c'est des choses devant lesquelles on s'ennuie et qui sont pas aidées par les comédiens en plus, qui sont souvent uniquement pris pour leur ressemblance plus que pour le talent. Et ça c'est un problème quoi. Et à contrario justement le Straight Outta Compton qui était sorti en 2015, pour celui-là en fait on avait vraiment l'impression d'un blockbuster finalement parce qu'il y avait eu tous les moyens qui avaient été mis en place. Est-ce que celui-là t'avait marqué et t'avais apprécié ? Il m'a pas plus marqué que ça, même s'il est clairement de meilleure facture. Mais j'étais pas fan. En fait, pour moi, il y a des trop grosses incohérences. Alors, c'est peut-être justement le fan de rap qui parle, où on sait qu'il y a, il y a des choses qui sont hallucinantes, quoi. De voir
qui pleure quand il voit la pochette de The Chronic de Dr. Dre. On Ouais. sait que ça s'est pas passé comme ça. Enfin, c'est sûr que non. Easy, à ce moment-là, il produit les bonnes tugs, il se fait plein d'argent. Enfin, je veux dire, il n'avait pas de raison de pleurer devant le succès de Dr. Dre, en fait. Et voilà, le problème de ce film, c'est que c'est l'histoire racontée par les vainqueurs, quelque part, en tout cas par ceux qui sont encore en vie, Ouais. et qui sont aussi producteurs du film en plus. Donc voilà, il y a un petit souci de juge et parti qui me dérange un peu. Maintenant, je pense que si j'étais pas fan de rap et que je découvrais ce film-là comme quand j'ai regardé le film d'Oliver Stone sur The Doors, je me dirais que c'est un bon film, ouais. C'est un bon film qui est bien foutu avec du rythme, etc. Mais quand tu connais le truc, alors moi je demande pas à un biopic d'être exhaustif, hein, c'est impossible, mais au moins de pas mentir, quoi. Et là il y avait des mensonges dans ce film-là. C'est ce qui me dérange un peu. Et quel est ton film culture hip-hop qui t'a le plus marqué ou que t'as le plus apprécié? Donc là, c'est assez vague, hein, ça va des films purement orientés donc de à la 8 Mile à Training Day, par exemple. Moi, je vais être très clair. Franchement, je vais être très très cliché, mais je vais dire 8 Mile. Franchement, parce que au moment où ça sort, pour moi c'est la plus grande époque d'Eminem. Moi, je suis à fond dans Eminem à ce moment-là. Je suis à fond dans G-Unit, Shady Records, toute cette écurie-là, je les suis de très près. Et ce film-là a été une vraie claque pour moi à cette époque-là. Franchement, c'est aussi l'époque où moi, voilà, je suis ado, je suis en seconde, en première, je sais plus. Et donc, je me replonge aussi beaucoup à ce moment-là dans tous les 10 années 90. Voilà, où je parfais ma culture, on va dire, à ce moment-là. Enfin, parfait. Elle n'est jamais parfaite, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, voilà, j'essaie de combler beaucoup de manques et de lacunes. Et voilà, le fait, ce disque-là, la BO de ce disque-là, enfin, les films, en tout cas, qui sont joués dans ce film, les morceaux, pardon, excuse-moi, qui sont joués dans ce film-là, m'ont tous beaucoup accompagné, en fait. Il y en a que j'ai découvert, alors il y en a que je connaissais, comme Shook Ones, mais ce film a redonné une autre vie à ce morceau-là. Players Ball, d'Outkast, le morceau de Method Man et Mary J. Blige, enfin, il y a plein, finalement, de morceaux comme ça qui, du coup, grâce à ce film-là, je suis allé creuser vers plein d'albums ou d'albums affiliés aux artistes dont parlait le film. Donc c'est un film qui est très important pour moi et qui est aussi un bon film, qui a plein de moments de bravoure, qui montre, voilà, qui joue sur en fait les 2-3 seules émotions qu'Eminem arrive à faire avec son visage. Mais pour ce film-là, ça suffit. Et puis voilà, avec la mort de Brittany Murphy aujourd'hui, je sais pas, je trouve qu'il y a une tendresse encore plus particulière pour ce film aujourd'hui. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Hustle and Flow, dans un registre très différent, qui est génial. Voilà. Mais c'est cliché de dire ça, mais franchement, 8 Mile, pour moi, c'est celui que je préfère, en tout cas, clairement. Et on voit aujourd'hui, comme avant les Américains, des rappeurs français en fait réussir la passerelle entre musique et cinéma. Est-ce que pour toi, c'est un signe de changement en fait dans les mentalités vis-à-vis du rap, dans le sens ça arrive à maturité? Et aussi, est-ce que par rapport à ça, toi, qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui t'ont montré que ça pouvait le faire et qui confirme en fait finalement que le rap est très lié à ce monde du cinéma? Bah, je crois qu'en France, c'est le tout début de ça. Ce qui est bizarre, hein, puisque aux États-Unis, ça se fait depuis 92, quoi, 91. Mais en France, on a beaucoup de retard là-dessus, mais on y arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça y est, les gens, ils ont compris que le rap, ça marchait, c'est une musique populaire, et que mettre un rappeur dans ton film, ça pouvait te permettre d'attirer beaucoup de gens. Là, franchement, je sais pas, j'ai pas les chiffres, enfin de vente, enfin de places vendues pour le film de Thierry Kiffal avec Nekfeu, mais il y a ça a été l'événement, c'était plus ça que le film en réalité. Il y avait la confrontation Nekfeu de Neuve, ce qui est génial. Franchement, c'est génial dans l'absolu. Donc, et combien de gens sont allés au cinéma pour voir Nekfeu? À mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film avec ça en tête. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, demain, quand Fianso sera dans un film, je peux te dire que je vais y aller tout de suite parce que je trouve Fianso extrêmement charismatique et que j'ai envie de voir ce mec-là à l'écran. J'ai vraiment envie de le voir à l'écran. Donc voilà, je crois que tout doucement, l'industrie commence à comprendre ça parce que voilà, hein, à la base, c'est pas parce qu'ils aiment Nekfeu, Fianso et Nesbill, c'est juste parce qu'ils se disent que c'est des rappeurs, le rap ça marche, c'est la musique numéro 1 en ce moment. Venez, on crée un pont et on fait de l'argent. Donc c'est cool, mais du coup, nous, ça permet peut-être assez aux rappeurs et à cette culture-là d'être encore plus mainstream qu'elle ne l'était avant. Et surtout, il y a toujours un lien entre le rap et le cinéma. Les rappeurs adorent se mettre en scène dans leurs clips, etc. Donc, on a vu Caris dans Braqueur, il a refait un film cet été, je crois. Il était plutôt bon. Donc voilà, moi, je trouve ça intéressant et je trouve ça bien, en fait, que ça arrive enfin en fait, que ça arrive enfin. Et puis je pense que dans tout ça, il y a des gens qui vont se révéler. Encore une fois, je parle de Fianso, mais je suis persuadé que, pour moi, ce mec-là, il est fait pour faire du théâtre même, quoi. Okay. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça cool. Après, il faut pas prendre des rappeurs pour prendre des rappeurs. Il faut pas, Mais ça arrivera fatalement. Mais dans tout ça, je pense qu'il peut en ressortir des trucs cool.
Et là, ce petit bilan en fait pour 2017, ça a quand même été une année assez faste pour le rap français, en termes de vente comme au niveau des justement succès et estime critique. Est-ce que toi, tu penses là au niveau de cette année qu'il y a encore des gros projets qui vont arriver, qui vont pas mal marquer, notamment justement l'album de Booba et celui de Rof qui vont arriver en décembre? Ouais, ben Rof, je sais pas si c'est l'album, on sait pas encore si c'est vraiment un album ou Oui. juste un morceau. Ouais. Donc même s'il y a une rumeur, effectivement, on sait pas trop. Ouais, il y a celui de Booba, bien sûr. Après, bon, j'ai rien écouté, je peux pas vous dire ce qu'il en sera. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un événement. Après, est-ce que l'album sera réussi ou pas? En tout cas, je suis comme tout le monde, je suis très curieux d'entendre ça. Je dirais qu'en termes de gros sorties, il y a ça, mais après, il y a encore des sorties intéressantes. Il y a ce vendredi, il y a Ichon qui sort enfin son premier album, Sim Lesio qui sort un projet aussi ce vendredi, et puis sûrement d'autres que j'oublie. Il y a Jul qui sort un album le 1er décembre. Donc, voilà, ce sera un projet important quoi qu'il arrive. Donc ouais, je pense que maintenant, et puis en vrai, on n'est pas à l'abri, vous savez qu'un album surprise sorte du jour au lendemain. Peut-être que Nekfeu va sortir un album là demain. Peut-être que maintenant il y a tellement ce truc-là aussi qui existe que. Mais c'est vrai qu'à mon avis, enfin, l'événement là de la fin d'année, c'est le Booba quoi. C'est le Booba que tout le monde va scruter et guetter. Ouais. Et tu retiens quoi de cette année? Le retour des anciens, donc Kaya, même si Solar, Cynic et aussi quelque part Hugo TSR, ou finalement la confirmation de jeunes comme Niska, Nino et Sadek? Moi, alors bien, un peu les deux, ce que je viens de dire, et moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt, on va dire, aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut exister dans le rap et même dans la musique sans être un gros vendeur, sans être un ancien, sans être en capitalisant sur une fanbase, en faisant des scènes, etc. J'ai parlé de L'Homme Pâle tout à l'heure. Je pourrais te parler de Caballero et Jean Jass, de Roméo Elvis, etc. C'est des gens qui ont sorti des projets cette année. C'est pas des projets qui se vendent beaucoup. C'est pas des projets qui sont des succès commerciaux, mais c'est des projets qui permettent aux artistes de faire tous les festivals, de tourner, de faire des clips à plusieurs millions de vues, d'exister quoi en fait, d'exister. Et ça c'est important. L'album de L'Homme Pâle, je le trouve vraiment excellent. Enfin, plus je l'écoute et plus je le trouve réussi. Alors on n'est pas uniquement dans du rap, on est à la frontière entre plein de choses, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui c'est assez récent que on ait cette nouvelle économie là qui permette à des rappeurs, on va dire, j'allais dire de milieu de tableau, mais c'est très péjoratif parce que c'est pas ce qu'ils sont, mais en tout cas des gens qui sont pas des superstars et qui sont pas non plus dans l'underground quoi, mais qui existent, qui sont là, que tout le monde identifie. Il y a quelques années, ces gens-là, ils auraient peut-être arrêté après 2 projets quoi, parce que trop compliqué, parce que la vie de rattrape. Et ben aujourd'hui, Caballero, Jean Jass, Roméo Elvis, L'Homme Pâle, ils peuvent envisager de faire ils sont artistes à temps plein, il n'y a pas de date de péremption quoi. Et ça c'est important, et je pense que c'est aussi ce que permet l'époque actuelle quoi. Et dernière question, à qui donnerais-tu, toi, le Ballon d'Or, Micro d'Or 2017 du rap français? Et quel a été, selon toi toujours, le plus gros pétard mouillé de l'année pour l'instant? Alors le Ballon d'Or, tout dépend de quoi on parle en fait. Est-ce que c'est la tête d'affiche? Est-ce que c'est la révélation, etc. Mais je dirais que pour moi, quand même, celui qui a cassé l'année en deux, c'est Damso. Voilà, il faut son album est pour moi un des albums, je pense qu'il s'impose très vite comme un album important du rap français, enfin du rap francophone plutôt. Et puis il y a Damso sur son album, il y a Damso à côté. C'est-à-dire que Damso, il fait vitrine avec Vald, il possède le morceau, il fait Noche avec La Crime, il s'approprie le morceau, il fait Moi Kamoun avec Kalash. Enfin, voilà, là, pour moi, on est un peu dans cette période où là, Damso, tout ce qui touche. Ça se passe bien. Alors la comparaison est un peu casse-gueule, mais voilà, c'est pas du tout le même style de rap, mais c'est comme Kendrick aux États-Unis quoi. C'est en fait il y a ce côté où il vend des disques, tout le monde le respecte, il écrit bien, il fait des featuring, il est impressionnant. Donc ouais, pour moi le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est Damso assez logiquement quoi. C'est peut-être pas forcément le projet que j'ai plus écouté en 2017, même si je l'ai beaucoup écouté, mais voilà, je crois qu'assez logiquement il faut le donner à lui. Le pétard mouillé. Ça dépend de ce qu'on attendait de ce disque-là, mais par exemple, tu me parlais du retour des anciens. Moi, les retours de tous les anciens m'ont déçu cette année. C'est-à-dire que l'album d'Ayam m'a déçu, l'album des Sages Poètes de la Rue, et Dieu sait que j'avais Sages Poètes de la Rue, m'a franchement déçu. L'album d'MC Solar m'a déçu. Alors non pas que j'avais une attente, on va dire considérable autour de ces projets-là, mais c'est que des artistes que j'adore. C'est des gens
vraiment les trois groupes artistes que je viens de citer, c'est les mecs qui sont à la base de tout ce que j'aime dans le rap français en vrai. Franchement, Solar, les Sages Po et IAM, c'est peut-être les trucs que j'ai le plus écouté dans les années 90. Et donc voilà, ça m'embête un peu de pas avoir aimé leur disque. Bon après voilà, IAM fait un Bercy vendredi, ils n'ont pas besoin de moi. Les Sages Po tournent. Solar, il est numéro 1, il est rentré numéro 1 des ventes la semaine dernière, donc ça se passe bien pour eux. Ils ont voilà, mais disons que c'est vrai que ça m'a c'est toujours chiant, tu sais, quand tu te rends compte, c'est comme avec un premier amour, tu sais, quand tu revois une fille 20 ans après, tu te dis putain, on a vraiment plus rien à se dire aujourd'hui. Et ben j'ai un peu ce sentiment-là avec ces artistes-là que j'adore, de me dire, est-ce qu'on a encore des choses à se dire en fait aujourd'hui? Et ben peut-être que eux en fait ils ont évolué et moi que je suis encore trop dans mes trucs de gamin, je sais pas, peut-être que je veux pas vieillir et c'est pour ça que j'ai pas aimé ce disque-là, je sais pas, mais en tout cas ouais, je dirais que ce sont ces morceaux-là, enfin ces projets-là pardon, qui m'ont déçu, mais après c'est pas non plus des déceptions, il y a des trucs que j'aime bien sur ces projets, hein, mais je dirais ça ouais. Ok. Et enfin, avec toute dernière question, est-ce que tu as quelques petits titres à nous glisser comme ça discrètement et qu'est-ce que tu écoutes vraiment en ce moment là? C'est compliqué, mais c'est toujours compliqué. C'est des questions que je pose souvent et en fait, je me rends compte que c'est compliqué quand on te les pose. Mais là, je sais pas, récemment, je vais te dire mon dernier coup de cœur, par exemple, c'est du rap américain. Il faut du rap français ou américain, c'est comme tu veux vraiment ce que tu écoutes là en ce moment. Ouais. En ce moment, j'écoute l'album de PNB Rock, ça s'appelle PNB plus loin ROCK, qui s'appelle Catch These Vibes. Okay. Qui est sorti vendredi là et qui est vraiment une très très bonne surprise franchement, enfin c'est un mec que j'aimais bien déjà que je suivais, mais j'ai trouvé l'album vraiment vraiment mortel, super bien produit, c'est un peu dans la vibe actuelle entre rap et R&B, ça chante beaucoup etc, mais vraiment ça m'a beaucoup plu, donc je dirais ouais PNB Rock, Catch These Feelings. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Mehdi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis bonne journée en tout cas. Ouais, à toi aussi. Merci. Salut, merci beaucoup. Salut. À plus. I back it up. La puissance, que la